Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire Lean Retail sur le sujet de comment réussir la transformation de ses points de vente. Donc nous sommes ravis, Aymeric et moi, Aymeric Jaillet, Senior Manager chez Hemming et moi-même François André, de vous présenter aujourd'hui notre méthodologie et nos réalisations Lean Retail. Et l'objectif pour vous est de vous donner plusieurs clés pour gérer au mieux la transformation de vos points de vente. Ce webinaire va durer environ 45 minutes. D'abord une présentation d'une trentaine de minutes, puis nous serons disponibles pour répondre à toutes vos questions que vous pouvez poser via le module de chat qui se trouve en bas à droite de votre écran. Donc pour débuter ce webinaire et en deux mots pour resituer le contexte que vous connaissez probablement tous, on assiste ces dernières années à une explosion des canaux de distribution, que ce soit internet, mobile, et à une dématérialisation du parcours d'achat. Donc nous évoquons avec vous rapidement pourquoi les distributeurs historiques doivent se réinventer pour faire face à ce défi et donc réinventer leur point de vente physique dans un monde qui devient omnicanal, mais surtout nous nous focaliserons sur le comment, c'est-à-dire comment gérer au mieux cette transformation et ses conséquences en termes d'opération. La transformation des points de vente, première chose, et le pourquoi les distributeurs doivent muter aujourd'hui. Transformation des points de vente n'est pas une option face à la déferlante digitale. Le chiffre clé pour s'en rendre compte aujourd'hui, c'est que en France, en 2016, le e-commerce représente 70 milliards d'euros. 70 milliards d'euros, c'est 15% de croissance par rapport à l'an dernier. J'imagine que chacun de vous avez déjà procédé à des achats en ligne. Conséquence de ça, on constate aujourd'hui qu'on a, par exemple aux US, en 2016, plus de 1000 points de vente qui ont fermé pour des enseignes majeures type Macy's, Office Depot ou Walmart. Donc on pourrait croire que les points de vente sont aujourd'hui condamnés, on peut l'entendre parfois. La réponse et notre réponse chez Hemming aujourd'hui, c'est non. Les points de vente et les réseaux physiques ne sont pas de l'histoire ancienne et le modèle de futur est encore en construction. Il sera ce qu'on appelle phygital, étant la contraction de physique au sens point de vente physique et digital, vous l'avez compris, tous les nouveaux modes de communication. Un bon exemple pour s'en convaincre, c'est le fait que Amazon en 2016 a ouvert une centaine de points de vente. C'est le double de ce qu'ils avaient ouvert l'année précédente. Donc, conclusion, le point de vente n'est pas condamné, on l'a compris. La seule question, c'est de trouver le bon mix entre partie digitale et l'exploitation de ce point de vente physique. Et ceux qui sauront répondre à ce défi sont ceux qui vont réussir à percer, à survivre et à se développer. Comment se transformer? Ce que nous vous proposons aujourd'hui, donc, c'est de passer en revue un certain nombre de leviers de transformation et de définir la méthodologie, de vous présenter la méthodologie qu'on applique pour pouvoir mettre en œuvre ces leviers. Puis concrètement, deuxième partie de la présentation, vous détaillez 3 exemples de réalisation Hemming qui permettent de comprendre la bonne mise en application de cette méthodologie. Et deuxième chose, d'en mesurer les impacts en termes de chiffres. Premier sujet et première question qu'il faut réellement se poser quand on est aujourd'hui distributeur, pourquoi les clients continueraient de se déplacer dans mon point de vente? Première raison, pour l'expérience client. Vous l'avez probablement déjà entendu, on l'entend un peu partout, mais aujourd'hui, le défi des distributeurs, c'est de réenchanter cette expérience client, puisqu'aujourd'hui, les consommateurs viennent d'abord pour se faire plaisir et la visite d'un point de vente n'est plus aujourd'hui une corvée comme ça a pu l'être. Les consommateurs viennent passer un bon moment dans les points de vente, ils veulent goûter, ils veulent toucher, ils veulent voir parfois prendre pourquoi pas un cours de bricolage ou un cours de cuisine dans ce qui était avant des hypermarchés, ce qui devient aujourd'hui ce fameux lieu d'expérience. Et ils viennent aussi chercher du conseil et du service qu'ils ne trouvent pas en ligne. Et ce qu'on entend aujourd'hui auprès de nos clients, qu'il s'agisse de distributeurs spécialisés, de grandes distributions ou de points de vente dédiés à du service en centre-ville, c'est que les futurs collaborateurs, les futurs employés, ceux qui sont aujourd'hui les vendeurs, vont devenir à terme des community managers, c'est-à-dire des gens qui créent du lien entre les clients, qui fluidifieront les échanges et qui pourront par exemple échanger les bons tuyaux d'un client à l'autre. Un exemple concret, aujourd'hui, vous avez envie de partir en voyage et qui est mieux placé pour vous conseiller et construire votre voyage que le travel planner en agence qui passe sa vie au contact des voyageurs. C'est le PDG de Carrefour, Georges Plassat, qui disait récemment que dorénavant, il ne veut plus embaucher des vendeurs, mais ce qu'il appelle des metteurs en scène. Et c'est tout le défi aujourd'hui des points de vente. Autre question à se poser, quels avantages ces réseaux historiques ayant des points de vente physiques ont sur leurs concurrents digitaux? D'abord, un maillage géographique qui leur permet, face à des offres qui arrivent aujourd'hui et dont vous avez probablement entendu parler, type Amazon Prime, d'être en capacité via ces points de vente d'en faire des stocks avancés et d'assurer des services de livraison en moins de 2 heures, en moins d'1 heure, qui permettent de répondre aux nouveaux défis. Et donc ce maillage géographique est un vrai avantage logistique à exploiter au mieux. Le point de vente, du fait de la volonté des consommateurs aujourd'hui de venir y passer un bon moment, c'est aussi un lieu qui permet d'avoir une audience captive. Par audience captive, on entend des gens qui viennent, qui sont susceptibles et qui ont déjà envie d'entendre parler de votre produit. Et aujourd'hui, dans un point de vente digital,
avec la multiplication de ces écrans, vous pouvez imaginer à cette audience captive diffuser des messages de vos partenaires et donc transformer vos points de vente en régie publicitaire, ce qui permet de générer une nouvelle source de revenus. Tous ces nouveaux défis, aujourd'hui, ont leur traduction en termes d'opération. C'est-à-dire que si vous êtes retailer, alors il devient absolument nécessaire d'exécuter au mieux les opérations qui vous permettent d'enrichir cette expérience client, de proposer plus de services ou de répondre aux défis supply chain. Premier défi, l'expérience client et l'enchantement du point de vente, ça nécessite de redesigner l'ensemble de son parc à coût objectif. Vrai défi aujourd'hui, vu la complexité des développements à mener. La multiplication des offres de services personnalisés entraîne le morcellement des procédures en magasin et a donc des impacts sur l'efficience des processus. Aujourd'hui, comment un vendeur qui multiplie le nombre de tâches à réaliser peut dédier un maximum de temps à son client? Il est alors nécessaire de redéfinir les cérémonies. Et en termes de maillage géographique, si aujourd'hui on imagine proposer via ces points de vente des services de livraison à ses clients connectés, alors il est nécessaire de mettre en place une gestion de stock qui soit à la fois capable de servir, de remplir des rayons et de livrer dans l'heure ses clients. Et donc vous imaginez les défis logistiques et en termes d'IT que ça peut générer derrière. Bref, la question aujourd'hui, elle n'est pas de savoir s'il faut se digitaliser, mais de savoir comment le faire et le faire vite et bien. La clé pour ceux qui souhaitent l'exécuter, c'est d'appliquer, selon nous, une méthodologie Lean Retail qui permet d'avoir la meilleure exécution. Cette méthodologie, rapidement, avant d'aborder les cas concrets, nous l'avons nommée Lean Retail. Pourquoi? Parce qu'elle utilise ni plus ni moins que la méthodologie Lean que nous connaissons et que nous avons appliquée régulièrement, initialement dans l'industrie et depuis un certain nombre de secteurs. L'idée avec cette méthodologie, c'est d'être pragmatique, rigoureux et de s'appuyer systématiquement sur 5 étapes. Define, mesure, analyse, improve et control. C'est le respect de chacune de ces phases qui permettra de mettre en œuvre des optimisations de ces opérations qui ont le maximum de chances de succès. Alors, la première étape qui est indispensable, c'est vraiment d'écouter la voix du client. Et la voix du client, ça passe par le client lui-même qui est impératif de capter, dont on doit savoir sa satisfaction, afin de faire face à la multitude des défis qui sont lancés en parallèle. Quel est le combat prioritaire? Qu'est-ce qui est le plus susceptible de faire fuir le client? C'est des questions qu'on doit se poser. La partie collaborateur également, qui est vraiment un enjeu fondamental, parce que c'est par là que l'idée, c'est vraiment de faire passer le collaborateur de manutentionnaire à conseiller, d'administrateur à travel planner. Il y a un gap énorme à franchir. Et pour ça, il faut l'accompagner et le convaincre pour qu'il ait envie de jouer le jeu et de s'impliquer dans la transformation. Après, il y a les fournisseurs. La vitesse et la technicité des mutations nous obligent en fait à raisonner totalement en open innovation. Or, les clients sont exigeants et ne reviennent plus si l'opération est ratée. Vous n'avez pas le droit de rater la transition, donc il est indispensable de collaborer et vraiment de co-construire les solutions avec vos prestataires, logistique, IT. C'est vraiment eux qui vont vous apporter de la valeur et vont vous aider à rentrer pleinement dans cette transformation. Et pour terminer sur ce define, les concurrents, même si ça peut paraître étrange, ils ont les mêmes intérêts que vous face à la transformation digitale. Ils ont des solutions et sont également preneurs des vôtres parce qu'ils sont comme vous un peu perdus. Et vous seriez vraiment surpris de leur volonté de collaborer en échange d'informations anonymisées. Il y a vraiment un avantage à mutualiser une plateforme d'information qui peut permettre d'avancer beaucoup plus vite qu'en restant seul. Deuxième étape, la mesure indispensable aujourd'hui. Pourquoi? Parce que on en est bien conscient face à l'urgence digitale qui pèse sur toutes les enseignes. Aujourd'hui, il y a un déploiement en urgence d'énormément d'axes d'optimisation. Et aujourd'hui, vous n'avez pas le temps de vous arrêter et de vous retourner pour comprendre ce qui fonctionne ou pas et pourquoi ça ne fonctionne pas. Pourtant, vous n'avez pas le choix, vous n'avez pas le luxe de ne pas vous poser ces questions. Et c'est pourquoi l'idée, c'est de définir des points de mesure très très précis, qu'il s'agisse de comprendre, de détailler vos offres, disséquer les processus et l'enchaînement des tâches ou d'évaluer les coûts associés. Rapidement sur les offres, la question à laquelle ça répond, c'est de savoir si une offre ne fonctionne pas, comprendre pourquoi. Est-ce qu'il s'agit d'un problème de fond? Est-ce que c'est une réticence liée au produit ou au service? Ou est-ce que parfois c'est simplement un problème de forme et de user experience ou d'enchaînement de parcours client mal défini? Aujourd'hui, la réponse à ça chez nous, c'est d'établir ce qu'on appelle les blueprints. C'est un peu jargonnant, mais en gros une cartographie de chacune des étapes de vos flux et de votre parcours client, d'y associer les bonnes volumétries et de comprendre là où on a des décrochages de parcours client et de pouvoir de faire le meilleur diagnostic pour traiter au mieux les vraies causes qui empêchent le développement de vos offres.
Deuxième chose, l'application des outils Lean de l'industrie. On a choisi un exemple qu'on appelle le Day in the Life of DILO. C'est très très concrètement la mesure minute par minute de chacune des actions en point de vente. C'est parfois un passage obligé pour aller réellement comprendre à la source pourquoi est-ce qu'on perd du temps, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à en dédier assez à des tâches à valeur ajoutée et notamment au contact du client. Dernier outil qu'on appelle le coût complet. On l'a historiquement utilisé depuis très longtemps. C'est d'autant plus nécessaire qu'aujourd'hui, il y a des décisions qui sont prises encore une fois dans l'urgence puisque vous êtes obligé de réagir face au digital, que c'est des décisions qui parfois ont des conséquences en termes d'explosion de budget assez faramineuses. Conséquence de quoi on s'oblige lorsqu'on travaille chez des clients à consolider tous les éléments de coût pour être sûr de prendre des décisions sur la base de ce coût complet. Alors la partie analyse, là-dessus la méthodologie Lean Retail va nous aider en fait à définir des recommandations selon 3 dimensions principales, à savoir la partie offre, la partie espace et la partie people. Pourquoi l'offre? L'offre, c'est tous les processus d'exécution des nouveaux services. Et donc, je dois me poser un certain nombre de questions de manière à pouvoir apporter ces recommandations. C'est qu'est-ce que je propose comme valeur à mon client? Comment est-ce que je lui donne envie de venir dans mon magasin? Quel outil dois-je développer pour répondre aux besoins et finalement me différencier et faire que l'expérience soit unique? Et comment est-ce que j'organise ma supply chain pour être réactif? Parce que finalement, comme je vais tout révolutionner, il faut que j'ai une possibilité d'avoir une supply chain qui soit répartie partout dans le territoire et qui soit capable en 1 heure de livrer à mon client, alors qu'avant je le faisais en 2 ou 3 jours. Sur la partie espace, il y a une vraie réflexion sur qu'est-ce que je propose comme espace, comment est-ce que je fais de la reconception. Et donc là, je dois me dire quel est mon besoin, comment est-ce que je reconçois le parcours client dans le magasin, qu'est-ce que j'ai envie de lui montrer, comment est-ce que je le fais évoluer, quel cérémonial je dois mettre en place et comment les nouveaux vendeurs doivent aborder mon client et quelle histoire ils doivent leur raconter, quels sont les impacts de tout ça en termes d'aménagement. Est-ce que je fais un simple lifting de mon point de vente ou est-ce que je rentre dans une transformation qui est beaucoup plus large et je rénove l'intégralité, et quels sont finalement aussi un point très important, quels sont les équipements informatiques que je mets à disposition de mes collaborateurs, parce qu'on a développé dans la partie offre des nouveaux outils, mais derrière, il faut que ce soit ludique, il faut que ce soit facile à utiliser. Et le dernier point qui est presque plus important, c'est mes collaborateurs. Comment est-ce que je me débrouille pour qu'ils s'approprient leur nouveau rôle et donc comment est-ce que je vais réussir à les enthousiasmer sur ce nouveau concept, comment est-ce que je vais réussir à trouver les quelques bonnes personnes qui vont faire le buzz auprès des autres et faire qu'il y a un effet boule de neige qui sera positif. Quelle reconnaissance mes collaborateurs vont pouvoir tirer de ce nouveau métier, sachant que très souvent dans ce métier, on a des personnes qui sont restées longtemps avec un travail qui était équivalent et qui sont parfois des populations vieillissantes, et comment est-ce que je les aide à se digitaliser et à apprendre les nouvelles méthodes, quel accompagnement je mets en place. Voilà. Et donc toutes ces recommandations, on les modélise et après on regarde les bénéfices et l'effort à faire pour définir les actions prioritaires à mettre en place. Voilà pour les 3 premières étapes qui étaient les plus fondamentales. La 4e, rapidement, et pour arriver ensuite au cas concret, Improve, l'idée c'est une fois que vous avez fait toutes ces analyses, de déployer. Le seul conseil à donner, mais vous le connaissez, et Aymeric l'évoquait juste avant à travers les recos, c'est de le faire de façon progressive en initiant d'abord des preuves du concept, ça va de soi, et en ce qui concerne le retail, en le faisant appliquer à chaque type de concept. On l'a souvent rencontré chez nos clients, vous pouvez avoir soit pour des raisons historiques, soit pour des raisons de business, des formats de magasins différents, tester les déclinaisons et les recommandations sur chacun de ces formats, une boucle de contrôle, c'est-à-dire déployer des tests avec les outils de mesure qui vous permettent de comprendre si ça fonctionne ou pas, d'en tirer les conséquences, de façon réactive avec le comité de pilotage qui a travaillé sur le sujet, on met en place les ajustements et alors on déploie plus largement à l'ensemble du réseau. Rien de très nouveau, mais l'idée c'est d'être encore une fois rigoureux sur ces aspects-là, puisque si on rate une marche, on a ensuite énormément de mal à corriger le tir. Voilà, et donc la dernière partie concerne le contrôle. L'idée c'est vraiment de définir des indicateurs qui vont nous permettre de contrôler le bon déploiement des solutions. C'est des indicateurs qui permettent de passer d'une démarche dans une démarche d'amélioration continue en permanence, et donc il y a des innovations, des améliorations à mettre
en place en continu pour s'assurer que ça marche. L'idée, c'est vraiment d'assurer la pérennité du succès. Et ça va également permettre d'ancrer les évolutions dans le business quotidien de l'entreprise. Parce que jusqu'à présent, on a défini une transformation qui était parfois un peu théorique et doit être confrontée à la réalité du terrain. Et ça permettra aussi de s'assurer que les collaborateurs ont eu le bon niveau de formation pour accepter cette transformation et la vision. Voilà, cette méthodologie Lean Retail, donc nous l'avons appliquée au fil d'un certain nombre de missions. 3 présentations succinctes de succès Hemming récents. Premier client dans la distribution spécialisée qui dispose en France de plus d'une centaine de points de vente. La question qui se posait, l'enjeu, c'était de multiplier par 2 le temps de disponibilité à la vente des conseillers. On l'a rapidement évoqué tout à l'heure, mais l'idée c'est de dire aujourd'hui, si mon client vient dans le point de vente, il fait l'effort de se déplacer, c'est qu'il souhaite vivre une expérience qui soit la plus positive possible, et ça passe notamment par la possibilité d'échanger avec son conseiller. Or aujourd'hui, et c'est ce qu'on voit sur la gauche du slide, lorsqu'on capte la voix du client, en l'occurrence notre distributeur lui pose mensuellement la question à un échantillon de clients en sortie de caisse. Qu'est-ce qui vous a plu ou pas dans l'expérience que vous avez vécue chez nous? Globalement, ils ont énormément de points positifs, mais 2 points rouges ou noirs, 2 items négatifs qui portent sur la disponibilité de ces vendeurs. C'est pourquoi ils nous ont sollicité avec cette question qui est comment est-ce que je peux faire en sorte de doubler cette disponibilité et par défaut éviter que mes conseillers à la vente, mes vendeurs, soient pollués par un certain nombre d'autres tâches. La première chose à faire dans ce cas-là, et en application de cette méthodologie Lean Retail, c'est de commencer par mesurer la réalité. C'est-à-dire qu'on a défini un certain nombre d'actions, de tâches qui caractérisent leur activité, puis on est allé dans les rayons, sur des échantillons de magasins, sur différents espaces de leur magasin, mesurer minute par minute sur des journées la répartition de leur temps. L'idée ensuite, c'est de récupérer toutes ces mesures et de les consolider pour reconstituer la photo de leur activité. Et ce qu'on a effectivement réalisé, c'est que concrètement, ils passaient 35% de leur temps soit à échanger avec des clients, soit disponibles pour le faire, en attente de clients, et que le reste de leur temps, il est passé soit à des activités qui sont de nature logistique, mise en rayon, aller-retour vers les stocks, soit des activités type commercial avec la préparation d'opérations de promotion ou des étiquetages en rayon, des choses comme ça, ou des tâches de gestion, de reporting, bref, énormément de tâches qui leur occupent 2 tiers du temps. Le travail qui a été fait par les équipes d'Hemming, c'est d'imaginer un certain nombre de leviers d'optimisation qui vont, et comme le présentait Aymeric tout à l'heure, de choses très simples, de bon sens, de bonnes pratiques identifiées dans un magasin qu'on souhaite répandre à l'ensemble des autres magasins, parce que souvent les réponses dans le retail avec les réseaux et le fait que vous multipliez les pratiques, il y a souvent beaucoup de réponses qui existent déjà. Tout l'enjeu est de les diffuser. Parfois, les recommandations, elles portent sur de l'IT et des outils de mobilité, par exemple. Parfois et souvent sur des enjeux de supply chain. Encore une fois, parce que si on parle de Figital, on est dans un monde où les frontières du magasin sont poreuses, où vous débutez votre acte de vente dans votre canapé sur votre tablette, conséquence de quoi ça a des perturbations en termes de gestion de stock avec tous les services type click and collect. Et donc ça multiplie, ça atomise des tâches logistiques qui aujourd'hui prennent un temps fou sur les tâches des vendeurs. Donc on a identifié chacun des leviers possibles, mesuré leur impact en termes de temps, valoriser leur faisabilité et l'effort nécessaire pour y arriver, et donc définir un lot d'actions prioritaires à mettre en œuvre chez nos clients. On est allé valider ça auprès des directeurs de magasins qui sont les garde-fous, les juges de paix des propositions qu'on peut faire, et ensuite on a décliné la mise en œuvre dans les points de vente. Souvenez-vous, on partait de 35% de disponibilité à la vente. Selon les lots d'actions mises en œuvre, on a pu aller jusqu'à une mesure de 74% de disponibilité à la vente, avec, vous imaginez, les conséquences derrière en termes de satisfaction client, relation au client et génération de chiffre d'affaires. Deuxième exemple, toujours dans le monde de la distribution spécialisée, autre client mais même type de problématique, et là en l'occurrence une question spécifique
qui est la volonté de tripler le taux de transformation de services innovants. Ce que ça veut dire, c'est qu'aujourd'hui, vous avez un certain nombre d'entreprises de retailers qui lancent des services en ligne et qui sont surpris du fait que ça ne fonctionne pas comme prévu. Donc l'idée, c'est d'identifier avec eux les freins au déploiement de ces services. Par ces services, on entend le paiement en ligne, le financement, la livraison ou la pause, et ensuite de définir les actions qui permettent d'améliorer la situation. Le contexte ici, la voix du client, c'est un client dont le COMEX dit « j'ai une trajectoire à 25% de mon chiffre d'affaires en service à l'horizon 2020 », qui passe par le fait de déjà réaliser 10% de mon chiffre d'affaires sur l'année en cours avec la vente de services au-delà de la simple vente de mes produits. Or, aujourd'hui, la réalité de l'activité, c'est que 2% seulement du chiffre d'affaires est réalisé sur ces services. Donc, même démarche, même application des principes de Lean Retail, segmentation des différentes tâches, et ici, reconstitution du parcours client, avec l'idée d'aller mesurer en magasin chacune des étapes et leur taux de transformation. Concrètement, vous le voyez sur le graphique en bas à droite, l'idée c'est à partir d'un pool de clients, de 100% de clients considérés comme adressables pour un des services proposés en magasin. On a mesuré ça, passé du temps avec les vendeurs et les clients pour comprendre combien de fois les clients étaient en fait réellement adressés, c'est-à-dire leur était proposé ce service, combien de fois ils ont manifesté de l'intérêt et posé plus de questions, combien de fois ils ont signifié être convaincus, et au final, combien de fois est-ce que l'essai a été transformé et le client a réellement acheté le service. Concrètement, pour 100 clients adressables, on réalisait qu'on avait seulement 8% de taux de transformation. Et donc, l'outil associé, ça a été de cartographier chaque étape micro du parcours client, d'y associer ces différentes volumétries, combien de fois tel outil a été utilisé, combien de fois tel argument, telle cérémonie de vente a été mise à profit, et d'identifier là où il pouvait y avoir des défaillances. Concrètement, en retravaillant ensuite sur chacune de ces étapes avec des propositions, toujours sur le même principe, soit simples, rapides à mettre en œuvre, soit des vraies opérations de transformation, on a réussi à améliorer le taux de transformation de chaque étape pour qu'au final, et c'est ce que vous voyez sur le graphique en bas à droite, toujours à partir de nos 100 clients adressables, on a pu augmenter le nombre de clients à qui les vendeurs proposaient réellement le service, ce qui n'était pas le cas parfois pour des questions de réticence qu'on avait pu avoir du mal à déceler, du manque de confiance des vendeurs sur les nouvelles tâches qu'on leur demandait. Concrètement, ils n'étaient pas à l'aise et ils n'étaient pas assez entraînés sur la proposition de ce nouveau type de service. Donc chacune de ces étapes, en les améliorant, on est passé à 57% de clients manifestant de l'intérêt, plus d'un tiers des clients, 36%, qui déclarent être convaincus, et au final 24% de taux de transformation de ces clients, donc une multiplication par 3 du recours à ces services. Le troisième cas, c'est le redesign de l'ensemble des points de vente d'une agence de voyage, avec comme objectif de doubler le nombre d'agences full rénovées dans un budget défini. Alors une agence full, en fait, je vous l'expliquerai par la suite, mais c'est une agence qui est totalement équipée, totalement rénovée et prête pour le digital. Pourquoi ça? Ça part du contexte que finalement, comme beaucoup d'agences de voyage, le volume de vente n'a fait que baisser au cours des 10-15 dernières années, lié à Internet et au fait que de moins en moins de personnes rentrent dans une agence parce qu'ils n'y voient plus l'intérêt. Donc la clientèle devient de plus en plus vieillissante et les perspectives de croissance pas très intéressantes. Alors, l'idée a été de totalement repenser le concept de vente et de passer finalement de la vente d'un simple billet d'avion à une prestation de conseil en voyage et donc de vraiment apporter de la valeur au client final. Pourquoi ce constat? Parce que je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'aller récemment dans une agence de voyage, mais lorsque vous achetez un billet d'avion, il y a le vendeur qui est derrière son ordinateur en train de quelque part choisir les tarifs qu'il va vous montrer, et vous, en parallèle, vous êtes sur votre smartphone en train de regarder si vous n'allez pas avoir un meilleur tarif et pour challenger le vendeur, et à la fin lui dire finalement je passe pas par vous parce que j'ai moins cher. Donc c'est pas très constructif et ça permet pas d'aller de créer une vraie relation avec le client, d'être dans la confrontation
on est assis l'un en face de l'autre. Enfin, vous voyez, on n'est pas dans une démarche positive. Le nouveau concept, c'est de mettre en fait le client assis d'un travel planner, l'un à côté de l'autre. Ils travaillent ensemble sur une tablette, par exemple, de manière à co-construire le voyage. Et l'idée, c'est le prix n'est pas l'élément motivant, puisque finalement, c'est les prix qu'on peut trouver sur le web. C'est vraiment de s'appuyer sur l'expérience du travel planner pour définir quel est le meilleur voyage. C'est le client qui décide la compagnie qu'il veut prendre, etc. Mais le travel planner, il va être là pour apporter tout ce qui est à côté, toute la valeur ajoutée sur le type d'hôtel, sur le transport, qu'est-ce qui sera le plus confortable, de manière à ce qu'il y ait vraiment un voyage à chaque fois qui soit sur mesure et qu'on ne puisse pas retrouver sur Internet et qu'il y ait un vrai lien qui soit créé avec le client. Et par ailleurs, ça va même un peu plus loin, parce que l'idée est derrière de suivre le client et de s'assurer pendant son voyage que tout se passe bien et qu'il ne soit pas perdu. Donc on est vraiment dans du conseil à valeur ajoutée qu'on ne pourra pas trouver quand on va sur un site internet. Ce cérémonial qui a été complètement rénové passe aussi par le fait que quand vous rentrez dans l'agence, vous avez un travel planner qui vient vers vous, qui vous propose de vous asseoir sur un canapé avec des écrans en face qui vont vous diffuser du contenu, qui vous propose un petit café. Vous voyez, on se sent vraiment finalement comme à la maison. On est on n'est plus dans un acte d'achat qu'on pourrait dire banal. On est vraiment là pour se livrer et rentrer dans une relation assez profonde avec le travel planner. C'est de manière concrète. Le point là-dessus, c'est que il a fallu transformer les points de vente, mais également transformer les équipes de vente, parce que ça faisait 30 ans qu'elles travaillaient comme ça. Donc c'était une grande révolution. Et transformer les points de vente, comment est-ce que ça s'est fait? Ça s'est fait à travers les rénovations de l'ensemble du parc, avec deux catégories dont je vous parlais juste avant. Des agences qui étaient un peu plus petites, qu'on a qualifié de light, où on a fait une rénovation qui était assez légère, où l'idée était juste de rénover l'espace de vente, le mobilier, la peinture, de créer plus de fluidité dans l'espace de vente. Et puis après, des agences full qui étaient des plus grosses agences avec un chiffre d'affaires un peu plus important, où là, on a mis plus d'investissement sur la partie mobilière. On a totalement digitalisé l'ensemble du point de vente. Alors, au-delà des tablettes qu'il peut y avoir sur les deux points de vente, mais également des écrans qui permettent de diffuser du contenu et de mettre le client dans un bon état d'esprit quand il est dans l'agence et de capter son attention quand il est à l'extérieur de l'agence. Et là-dessus, il y a eu un directeur des travaux qui a été recruté. Le problème, c'est qu'il était seul. Et donc il faisait les plans, il négociait avec les fournisseurs, il faisait le suivi de chantier, mais il n'arrivait pas à mettre la tête hors de l'eau et il n'avait aucun pilotage stratégique, c'est-à-dire qu'il faisait les agences un peu au fil de l'eau sans se poser la question quelle est la bonne agence à rénover en fonction du chiffre d'affaires, comment est-ce que je vais maximiser derrière mes revenus. Il n'avait pas le temps. Donc nous on est intervenu dans le cadre d'un budget contraint afin de générer non pas des économies sur le projet, mais de permettre d'en faire plus avec le même budget. Car ce qu'on voyait, c'est qu'à partir du moment où on a réussi à digitaliser, et donc notamment dans les agences full, on générait plus de 10% de revenus complémentaires. Donc la première étape a été, et on en a parlé un petit peu par la suite, ça a été de faire d'éprouver le concept, de faire un POC, et ça a permis de nombreuses améliorations opérationnelles. Par exemple, sur le design des tables, on avait des tables qui n'avaient pas de petits voiles sous les tables, ce qui fait qu'on pouvait voir sous les jupes de ces dames, et c'était assez dérangeant. On n'avait pas mis de vitrophanie sur les vitres, ce qui faisait que lorsque un client voulait payer son voyage en cash, c'est souvent des grosses sommes, il n'était pas très à l'aise parce que tout le monde le voyait dans la rue sortir ses billets. Donc on a mis des vitrophanies de manière à rendre un peu plus intime
l'acte d'achat, et on a fait énormément d'améliorations dans cette partie de POC qui ont permis de rendre le concept plus légitime à la fois vis-à-vis des clients internes, c'est-à-dire les travel planners, mais aussi des clients externes. À partir de la validation du concept final, on a entamé une approche en TCO afin de prendre en compte l'ensemble des paramètres de coût et des revenus de chaque agence. Donc cette approche, elle a permis de faire des arbitrages selon le chiffre d'affaires généré par les agences. Et on a pris un choix, c'est-à-dire il y a certaines agences qu'on a décidé de fermer pour aller plus vite dans les travaux, et d'autres pour lesquelles on a fait les travaux en conservant l'activité. Et ça nous a également permis de prioriser les agences à rénover en fonction du chiffre d'affaires généré. Le deuxième point, c'est qu'on a mis en place une organisation où on a libéré la directrice travaux de toutes les tâches les plus opérationnelles, de manière à ce qu'elle se concentre sur le pilotage stratégique et le déploiement, la gestion du déploiement, et on a mis des coordinateurs travaux qui permettent de faire le relais entre les sites et la direction de travaux. Et tout ça, ça a permis de réaliser des campagnes de 2 à 3 campagnes par an de travaux, où on faisait une vingtaine d'agences en simultané, de manière à accélérer le déploiement. En termes de rénovation, on a travaillé principalement, donc on a créé 3 lots, qui sont la prestation de travaux, la peinture, l'électricien, etc. Tout ce qui concerne le matériel, les lampes, le parquet, les mobiliers, et toute la partie digitale, avec notamment les écrans qui sont derrière ça. Donc dans la prestation de travaux, l'enjeu, c'était pas tant d'aller chercher de l'économie, parce que finalement on était surtout sur la prestation humaine, mais c'était vraiment de trouver le fournisseur qui serait capable d'intervenir partout dans la France, de faire en simultané ces 20 agences, d'être flexible et réactif, parce qu'on reste quand même dans des sociétés, le client était une société de taille humaine et avait besoin de réactivité, un fournisseur qui était capable de fournir un travail de qualité et homogène dans le temps. Donc là, c'était vraiment la priorité, c'était de trouver un niveau de qualité irréprochable là-dessus, et c'est là-dessus qu'on a mis l'accent. Les gains ont été surtout générés sur les 2 lots suivants, qui sont les matériaux et le digital. Donc sur les matériaux, l'objectif et le travail en fait a été sur 2 axes. Le premier, c'était une opération de redesign to cost du matériel, de manière à ce que l'on ne paye que ce qui correspond vraiment à notre besoin. Je vais prendre l'exemple du mobilier, où on a redesigné le mobilier de manière à ce qu'il soit facile à produire, qu'il n'y ait pas de surcoût. Voilà. Le deuxième axe de travail, c'était de dire, finalement, aujourd'hui, on achète le matériel à des grossistes en France, et en fait, on paye une cascade de commissions, et si on est capable d'aller sourcer directement le matériel dans son lieu de production, on va gagner sur toutes ces commissions. Et c'est ce qu'on a fait, et pour réussir à faire ça, il faut d'ailleurs avoir une bonne vision sur ses besoins, afin de pouvoir être capable de lancer les bons batchs de production en termes de volume. Et il faut mettre à côté en place une organisation logistique qui va permettre un stockage à moindre coût et en même temps une livraison en temps et en heure. Donc ça, c'est vraiment les 2 axes sur lesquels on a travaillé. Et sur la partie digitale, là on a eu aussi des gains vraiment très impactants, où chaque agence full en fait était équipée de 2 à 3 écrans en intérieur, et de 1 à 2 écrans vitrines. Il faut savoir que en termes de coûts, c'était un budget qui était très important. Et donc là-dessus, la première chose qu'on a fait, c'était de challenger le besoin. Je vais vous donner l'exemple par exemple des écrans en interne, où ils avaient défini au départ, ils avaient choisi de prendre des écrans qui étaient sans bord, et donc ils mettaient les 3 écrans l'un côté de l'autre, et ils voulaient mettre une unique image sur un écran sur 3 écrans. Et puis il y a eu des problèmes techniques, et ce qui fait que ils ont conservé les écrans, mais ils ont mis 3 images différentes. Donc en travaillant sur le besoin là-dessus, en fait on leur a démontré qu'il n'y avait aucun intérêt d'avoir des écrans sans bord, et qu'avec des écrans avec des tout petits bords, on gardait un côté très esthétique,
mais ça nous permettait de diviser le prix par deux. Et donc ils ont fait cette option, ils ont fait ce choix. Après, on est rentré un petit peu plus dans la technicité, où vous avez des players qui vont vous permettre de diffuser du contenu, et chaque en fait écran a un player. Là, on a fait le travail inverse, où on allait acheter des players qui étaient un peu plus chers que ce qui était fait en place actuellement. Mais ça nous a permis, en fait, comme c'était des players qui étaient un petit peu plus haut de gamme, ils avaient la capacité de gérer des contenus différenciés sur plusieurs écrans, et donc ça nous a permis de réduire le nombre d'écrans, le nombre de players par écran, et donc de générer des gains malgré un coût unitaire beaucoup plus élevé. Et ensuite, on a challengé les fournisseurs, et on a fait une coproduction avec eux, un travail vraiment de partenariat, où l'idée, ça a été d'aller sourcer avec eux directement en Asie les dates de fabricants chez les différents, chez les principaux utilisateurs, chez les principaux fabricants, Samsung, LG et les autres. Et la seule différence, c'est que on avait une dalle LG ou une dalle Samsung, mais on n'avait pas la marque Samsung et la dalle LG. Et puis en plus, comme on allait directement chez le fabricant, on a pu définir des écrans vraiment sur mesure, qu'on a totalement intégrés dans des totems, avec des systèmes de capteurs pour, lorsque l'on rentre en surchauffe, on puisse couper l'écran de manière à ce qu'il ne s'abîme pas, lorsque des capteurs de luminosité qui permettent que la nuit, l'écran soit ait une luminosité beaucoup moins importante, de manière à ne pas avoir une surconsommation d'électricité et là encore pas abîmer l'écran. Donc on a vraiment pu faire du sur-mesure, les intégrer totalement dans des totems, ce qui fait qu'ils sont arrivés comme ça en France, et ça a fait gagner aussi du temps et de l'argent sur le déploiement. Et tous ces leviers en fait que l'on a mis en place ont permis en fait de digitaliser 100% des points de vente. Donc au départ, il y avait seulement un tiers des points de vente qui devaient être digitalisés totalement. Et à la fin, pour le même budget, on a digitalisé l'ensemble des points de vente. Ça a été vraiment une belle réussite et une belle surprise pour le client qui, grâce à ça, peut accélérer sa croissance. C'en est terminé pour ce webinaire. On se garde encore quelques minutes si vous souhaitez pour poser des questions. Donc vous pouvez par chat nous poser ces quelques questions et on essaiera d'y répondre. Donc voilà. Alors on a une première question qui fait référence au début de la présentation, avec notamment un point de François qui parlait de nouveaux business générés par les points de vue en digital, et de savoir donner des exemples. Je ne sais pas si tu veux répondre, François, ou tu veux que je réponde. Tout à l'heure, on citait, je vais te laisser répondre, Émeric, on citait simplement ça peut être de plusieurs natures, mais vendre des services, c'est lié aux deux derniers cas qu'on a traités, qu'il s'agisse pour des retailers, des enseignes qui vendent des produits dits associés, du paiement plus seulement en caisse, mais dans différents endroits du point de vente, qu'il s'agisse de proposer des plans de financement si on a des achats qui sont conséquents, de proposer de la livraison ou de la pose, voire des cours de mise en œuvre. Tous ces services-là, encore une fois, c'est aujourd'hui clé de savoir les intégrer dans le fonctionnement de votre point de vente, puisque à terme, et c'est ce qu'on entend chez la majorité de nos clients, ça doit générer des dizaines de pourcents de chiffre d'affaires à terme de ces points de vente physiques. Donc c'est absolument non négligeable. Je passe la parole à Émeric sur le cas qui vient de détailler sur les agences de voyage. Là, on est dans la vente de services et on l'avait évoqué rapidement tout à l'heure. Émeric l'a détaillé avec la mise en place de tous ces écrans. Aujourd'hui, ces nouvelles installations sont des relais, des pivots pour aller chercher des revenus supplémentaires. L'exemple que tu peux peut-être détailler, c'est celui de la régie publicitaire. Exactement. Donc là-dessus, donc, au départ, on avait 30% des points de vente qui devaient être équipés en écran vitrine. À la fin, on a 100% des points de vente qui sont équipés en vitrine. Et la direction générale, quand on leur a
proposer ça nous a amené à travailler sur dire finalement maintenant qu'on a une offre qui est totalement homogène, on a des écrans qui permettent de diffuser du contenu, mais pourquoi est-ce que ce contenu, on ne diffuserait que du contenu à basse? On a des partenaires qui aimeraient bien promouvoir leurs produits. On a par exemple des offices du tourisme qui cherchent à faire venir dans leur région les touristes. Est-ce qu'on n'irait pas leur vendre justement du temps de présence sur des écrans pour faire la promotion de leur région? Et donc on a développé un système de régie qui, au-delà des gains qu'on a pu vous présenter là, a finalement totalement financé les écrans vitrines de l'ensemble des magasins. Et donc, on a recruté quelqu'un chez le client pour gérer ça. Et donc, on a développé donc, un nouveau business qui va venir en complément du business traditionnel. Et là encore, on est sur des business qui sont assez intéressants, puisque la vente de voyage, on est sur des niveaux de marge qui sont assez faibles. Dès qu'on va sur de la publicité, sur du temps de présence, les niveaux de marge sont beaucoup plus importants. Et donc, en termes de chiffre d'affaires, ça peut rester finalement assez restreint, mais en termes de marge nette pour le client, à la fin, c'est un nouveau business qui est très important. Ce qui permet de voir que finalement le point de vente aujourd'hui, le point de vente digital, l'idée c'est vraiment de le considérer comme un porte-étendard de la marque, de l'enseigne, des valeurs de la marque, de renforcer, de le faire monter en gamme pour que ce soit vraiment quelque chose qui attire les clients et que ça devienne une sorte de hub de produits et de services et d'échanges au-delà de la simple mission initiale de ces points de vente qui était un lieu de dépôt et pour des clients aller chercher un certain nombre de produits. Et c'est dans cette trajectoire-là qu'on s'inscrit avec la volonté d'orchestrer au mieux l'ensemble de toutes ces opérations pour que le parcours achat qui peut débuter sur le web et qui finit dans ces points de vente soit ce qu'on appelle sans couture, c'est-à-dire le plus fluide possible. Alors, il est 10h15, on a d'autres questions, mais malheureusement, on doit s'arrêter ici. Ce qu'on vous propose, c'est peut-être de prendre directement contact avec nous, de manière à ce qu'on puisse répondre aux autres questions. François et moi-même, nous vous remercions du temps que vous nous avez consacré, et on se tient vraiment à votre disposition pour échanger un peu plus longuement sur ces sujets. Merci beaucoup. Au revoir.